On utilise tous les jours des IA qui sont juste bluffantes. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment on en est arrivé là? Quelle est l'histoire derrière? Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va remonter le fil des toutes premières idées, des premiers réseaux de neurones, jusqu'à l'architecture qui a littéralement tout changé, le fameux transformer. Alors au programme, d'abord la toute première étape. Comment les machines ont commencé à traiter des séquences de mots. Ensuite, on parlera du gros problème qu'elles avaient, la mémoire. Après ça, on verra l'idée de génie qui a tout résolu, le mécanisme d'attention. Puis, comment cette idée a évolué en auto-attention. Et enfin, comment tout ça a mené à la révolution du transformer. C'est parti pour une petite saga technologique. Allez, on commence par le début. La première étape, traiter les séquences. Parce que, avant tout, il y a un truc fondamental à comprendre. Dans une langue, l'ordre des mots, eh bien, ça change absolument tout. La grande question, c'était comment une machine peut-elle bien saisir cette nuance? Eh bien, la réponse, ou en tout cas le point de départ, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage. L'idée est assez simple en fait. Son job, c'est d'attribuer une note de probabilité à une suite de mots. Par exemple, il doit savoir que la phrase « j'aime les chats » est beaucoup plus probable que « je table chat ». C'est cette capacité, toute bête en apparence, à faire la différence entre ce qui a du sens et ce qui est absurde, qui est vraiment à la base de tout ce qui va suivre. La première vraie solution qui est apparue, c'était les réseaux de neurones récurrents, les fameux RNN. Franchement, leur approche est super intuitive. Imaginez, ils lisent la phrase, un mot après l'autre, bien dans l'ordre, et à chaque mot lu, ils passent l'info au mot suivant. C'est une sorte de compréhension qui se construit comme ça, pas à pas, de manière séquentielle. Logique, non? Logique, oui, mais pas parfait. En fait, cette approche, elle s'est très vite heurtée à un mur. Et ce mur, c'était le problème de la mémoire. Surtout quand il s'agissait de s'attaquer à un gros morceau, la traduction de phrases longues et complexes. Parce que oui, la vraie question, la question qui a tout bloqué pendant un temps, c'était celle-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand les phrases deviennent vraiment longues et compliquées? À l'époque, les premiers systèmes utilisaient ce qu'on appelait une architecture encodeur-décodeur. Pour faire simple, l'encodeur, c'est un peu comme un lecteur super rapide. Il lit toute la phrase d'un coup et ensuite, il la compresse. Il la réduit à une seule et unique idée, un résumé mathématique qu'on appelle un vecteur. Et là, on touche au cœur du problème. La phrase entière, avec toutes ses nuances, se retrouve écrasée, compressée dans un seul vecteur. C'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Pensez-y, c'est comme essayer de résumer guerre et paix en une seule phrase. C'est juste impossible. On est obligé de perdre une tonne d'informations cruciales au passage. Et c'est là qu'arrive l'idée de génie, le fameux mécanisme d'attention. C'est vraiment le moment Eureka, celui qui a fait exploser ce goulot d'étranglement et qui a tout changé pour le problème de la mémoire. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement l'attention? Eh bien, le système part de deux éléments. D'abord, il a le contexte de ce qu'il a déjà traduit, mais surtout, et c'est ça la grande nouveauté, il a maintenant accès à la représentation de chaque mot de la phrase de départ. Fini le simple résumé global, il peut voir tous les mots. C'est ça la clé. À partir de là, le modèle va calculer ce qu'on appelle des scores d'attention. C'est un peu comme si, avant de générer le prochain mot, il faisait une pause et se demandait « Bon, attends, parmi tous les mots de la phrase d'origine, lequel est le plus important pour moi, là, tout de suite ? Sur quoi je dois concentrer mon attention ?» Et pour finir, il crée un tout nouveau vecteur de contexte qui est basé sur ces fameux scores. Du coup, au lieu de s'appuyer sur un résumé grossier de toute la phrase, il se fabrique un mélange, une sorte de cocktail des mots originaux les plus importants pour ce moment précis. C'est comme un indice sur mesure, un joker ultra pertinent qu'il se donne à chaque étape de la traduction. Et le plus beau, c'est qu'on peut le voir. Regardez-moi ça. Ces cartes de chaleur d'attention, c'est juste la preuve visuelle que ça fonctionne. C'est fascinant. Les zones les plus claires nous montrent exactement où le modèle est en train de regarder dans la phrase anglaise, au moment précis où il génère un mot en français. D'un coup, un concept super abstrait devient hyper visuel, hyper concret. Donc, l'attention a permis au modèle de mieux regarder la phrase source. La question suivante, qui est venue assez logiquement, c'était « Ok, c'est génial, mais est-ce que le modèle pourrait utiliser ce même super pouvoir, non pas pour regarder une autre phrase, mais pour se regarder lui-même, pour s'analyser de l'intérieur ?» Et ça, c'est le concept d'auto-attention, ou self-attention en anglais. L'idée, c'est de laisser le modèle évaluer l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres mots de la même phrase. Le but, c'est de comprendre les relations internes, les liens parfois subtils. Par exemple, dans une phrase complexe, savoir exactement à qui ou à quoi un pronom comme il ou elle se réfère. Alors, techniquement, comment ça se passe ?
c'est assez malin. Pour chaque mot, on va créer 3 versions de son vecteur, avec 3 rôles différents. C'est un peu comme une recherche dans une bibliothèque. Il y a la requête, ou query, c'est la question que le mot pose. Il y a la clé, ou key, c'est comme l'étiquette sur le dos d'un livre. Et il y a la valeur, ou value, qui est le contenu du livre, l'information elle-même. Grâce à ce système, chaque mot peut littéralement interroger tous les autres mots de la phrase. Et le processus est vraiment brillant. La requête d'un mot, c'est comme s'il criait « Hey, qui dans cette phrase est important pour moi ?» Les clés de tous les autres mots sont comme des oreilles qui écoutent, et celle qui matche le mieux avec la requête lève la main. Et enfin, les valeurs de ces mots qui ont levé la main sont utilisées pour donner plus de contexte, plus de richesse au mot qui a posé la question au départ. C'est une véritable conversation qui se passe à l'intérieur même de la phrase. Et voilà, cette idée géniale d'auto-attention, cette conversation interne, elle nous amène tout droit à la pièce maîtresse. La révolution. Le transformer. L'architecture qui, aujourd'hui, est au cœur de quasiment toute l'IA moderne. Le voilà, le fameux diagramme du transformer. Bon, je sais, ça peut avoir l'air un peu intimidant comme ça, avec toutes ces boîtes. Mais en réalité, ne vous laissez pas impressionner. Ce n'est qu'un empilement de plusieurs couches du mécanisme d'auto-attention qu'on vient de voir. Les briques de base, la requête, la clé, la valeur, maintenant, on sait ce que c'est. Et l'impact dans le monde réel? Concrètement, ça a donné quoi? Eh bien, regardez ces chiffres. C'est le benchmark GLU, une sorte de championnat du monde de la compréhension du langage pour les IA. On voit que les meilleurs modèles de l'époque stagnaient autour de 74. Et puis, BERT est arrivé, un modèle basé sur le transformer. Et il a juste pulvérisé les scores, passant directement à plus de 82. Passer de 74 à 82, ce n'est pas une petite amélioration, c'est un véritable saut quantique, un changement de dimension. Et c'est ça qu'il faut retenir. Cette avancée spectaculaire, elle a directement donné naissance au modèle dont tout le monde parle aujourd'hui. BERT, bien sûr, mais aussi GPT. Et d'ailleurs, le T dans GPT, ce n'est pas une coïncidence, ça veut dire transformer. Tout est connecté. C'est la fondation de toute la génération actuelle d'outils d'IA. Voilà, on a retracé le parcours. On a vu comment l'idée de l'attention a permis de résoudre ce fameux goulot d'étranglement de la mémoire, ce qui a ouvert les portes à l'IA qu'on utilise tous les jours. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est quel est le prochain goulot d'étranglement? Quel est le prochain grand mur que l'IA va devoir franchir?